Je trouve que ma mère s'en est bien sortie. Je trouve ça incroyable. Cette soirée était censée célébrer l'unité. Des lustres de cristal illuminaient les diplomates les plus puissants du monde. Toutes les grandes chaînes d'information filmaient cette salle dorée. Après des années de scandales et de renaissance, la monarchie britannique tient bon, noble, inébranlable. Après avoir traversé le sol en marbre, la princesse Anne a regardé sa belle-sœur dans les yeux et a pointé du doigt le bijou sur sa poitrine. La salle est devenue silencieuse, pas d'un silence poli, figé. Le genre de silence qui s'abat sur une foule quand quelque chose de si choquant, inattendu et incroyablement réel se produit que le cerveau n'arrive pas à le traiter assez vite pour émettre un son. Personne ne croyait ce qu'il voyait, ni les ambassadeurs, ni le personnel du palais, ni les équipes de télévision qui filmaient chaque seconde angoissante. Car, à cet instant devant le monde entier, la princesse royale a fait ce que personne, pas même ses plus grands admirateurs, n'attendait. Elle a interpellé la reine d'Angleterre. Il faut remonter 10 jours en arrière pour comprendre comment ce moment extraordinaire et bouleversant s'est produit. Une matinée tranquille dans une pièce rarement utilisée. Le moment où la princesse Anne a ouvert une vitrine et n'y a trouvé que du velours bleu des ombres et l'odeur de la trahison. La découverte qui a tout changé. Le mois d'avril à Buckingham Palace est doux, des couloirs familiers, le programme est implacable. La princesse Anne, fille unique de la reine Elisabeth II, a toujours privilégié la routine. Elle évite les caméras. Les applaudissements ne sont pas son désir. Elle suit les traces de sa mère, porte son fardeau et le fait avec une discipline qui a fait d'elle la membre de la famille royale la plus travailleuse de l'histoire britannique. Anne s'est rendue à la Royal Exhibition Room mardi matin pour une inspection préalable à l'événement. À l'approche d'importants engagements diplomatiques du Commonwealth, le palais l'a chargée de s'assurer que les pièces emblématiques de la collection royale étaient bien répertoriées, protégées et prêtes à être exposées ou portées au nom de la couronne. C'était une tâche administrative, c'était habituel, cela devait prendre 20 minutes. Au lieu de cela, tout a basculé. La plupart des membres du personnel ne franchissaient jamais les points de contrôle de sécurité du palais pour atteindre la salle d'exposition royale. Elle est climatisée, surveillée par des caméras, et seuls certains cadres supérieurs disposant d'une autorisation biométrique peuvent y entrer. Les vitrines intérieures sont en verre renforcé. Chaque présentoir en velours est moulé sur mesure pour épouser ses contours afin que toute altération soit immédiatement visible. Anne s'approcha de la vitrine centrale. Elle savait exactement quoi y placer. Elle l'avait toujours vu. Le diamant Williamson. Vous devriez connaître l'histoire de cette pierre, car ce joyau est spécial. Le docteur John Williamson, géologue canadien, a découvert le diamant Williamson en Tanzanie dans les années 1940 et l'a offert à la princesse Elisabeth en cadeau de mariage. La broche Cartier est devenue l'un des bijoux les plus chers au cœur de la reine Elisabeth II qu'elle portait lors des occasions officielles des sommets du Commonwealth et des mariages royaux. C'était un symbole vivant, pas un simple bijou. Chaque fois que la défunte reine l'épinglait à son manteau, elle exprimait son attachement aux nations qui le lui avaient offert, au Commonwealth, à la continuité. Une vitrine vide. Anne n'a pas crié, elle n'a pas alerté la sécurité. Elle est restée immobile. Une femme de 70 ans qui a maîtrisé l'art du sang-froid reste immobile quand le sol se dérobe sous ses pieds. Son regard a lentement balayé la vitrine. Aucun verre brisé, aucun capteur de pression endommagé, aucun voyant rouge sur le panneau de verrouillage électronique. Rien, juste du velours bleu profond, immaculé et intact, avec un centre dépourvu de diamants. En 23 mots, cette absence signifiait « Le voleur du diamant Williamson savait comment s'y prendre sans déclencher d'alarme ». Un héritage royal inestimable ne peut être dérobé dans la pièce la plus sécurisée de Buckingham Palace sans code d'accès, autorisation biométrique et connaissance approfondie des failles du système de sécurité. Les serrures ne détectent pas les voleurs. Elles ne laissent entrer que les invités de confiance du palais. Anne serrait fermement la bandoulière de son sac à main. Ses jointures étaient blanches. Elle est partie sans rien toucher. Elle n'a pas appelé Scotland Yard. Elle a ignoré le service de presse du palais. Elle n'en a parlé à personne, pas encore. Car elle savait ce qui se passerait si la nouvelle venait à fuiter. Les gros titres seraient catastrophiques. Un héritage royal volé au palais de Buckingham. La monarchie déjà en pleine tourmente s'effondrerait. Elle ne révélerait pas l'auteur de cette histoire tant qu'elle ne le saurait pas. Au lieu de cela, Anne retourna dans son bureau au palais Saint-James, étala les emplois du temps de la famille royale sur son bureau en acajou et réfléchit. L'ombre du couloir ouest. La princesse Anne n'agit pas par instinct. Ce sont les preuves qui la guident. Elle observe, elle répertorie, elle repère des schémas que la plupart ne voient pas. Depuis une semaine, elle observait quelque chose qui la tracassait, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à nommer auparavant. La reine Camilla n'agissait pas normalement, rien de grave, pas de manière évidente. Les changements étaient si subtils que des personnes peu attentives auraient-on pu les manquer. Cependant, Anne avait été élevée au sein de la famille la plus scrutée au monde. Elle savait lire une pièce comme un marin lit la météo à partir de petits signes que la plupart des gens manquent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Camilla avait annulé 3 thés de l'après-midi en une semaine. Pris isolément, cela n'avait aucun sens.
L'explication une santé fragile ne correspondait pas à ce qu'Anne avait vu. Car Anne avait vu sa belle-sœur au palais se déplacer dans le couloir ouest avec énergie et non avec fatigue un après-midi. Camilla portait des vêtements sobres et un grand foulard de soie sur le visage. Elle se déplaçait rapidement. Elle se déplaçait sans bruit, sans lever les yeux. Anne en prit note sans faire de commentaires. Le dîner suivit. 3 jours plus tôt, la famille royale avait pris un repas privé en soirée et Anne avait été troublée par le comportement de Camilla. Le lendemain matin, elle l'avait reconnue. Camilla n'arrêtait pas de toucher son col par réflexe, non pas pour l'ajuster, mais pour chercher comme quelqu'un qui chercherait un bijou qui n'était pas encore là, le langage corporel de l'anticipation d'une possession pas encore réalisée mais déjà revendiquée dans l'esprit. À présent, assise à son bureau avec une liste de noms, Anne comprit ce que ce geste signifiait. Elle voulait une confirmation. Elle en avait besoin rapidement et sans alerter quiconque pourrait le dire à la reine. Cela éliminait la plupart de ses pistes, ou presque. Un seul homme. Il travaillait pour la famille royale depuis le prince Philippe. Après des années passées à entretenir et à surveiller le système de sécurité du palais, il en connaissait l'architecture mieux que ses concepteurs. Sa discrétion était typique de quelqu'un qui a survécu à plusieurs monarques. Non pas parce qu'on leur enseigne la discrétion, mais parce qu'ils ont vécu assez longtemps pour voir ce qui arrive aux autres. Anne l'appela à la salle de contrôle centrale cette nuit-là. Son sang s'est glacé après ce qu'il a dit. 3 nuits plus tôt, le système de vidéosurveillance du couloir de l'exposition de diamants avait été désactivé entre 2 et 3 heures du matin. Pas de défaillance technique, pas à cause d'une surtension, utilisation d'un code de contournement de haut niveau, une commande principale que seul le chef administratif du palais peut émettre. Quelqu'un de plus haut, placé que la sécurité, avait pénétré dans l'architecture du système et éteint les yeux. La coupure des caméras a duré 47 minutes. Le diamant Williamson se trouvait dans cette pièce lorsque les caméras se sont éteintes. Il a disparu avant qu'elles ne se rallument. Une autre question d'Anne au technicien. Elle lui a demandé s'il restait quelque chose, des données en mémoire tampon. La commande de contournement avait peut-être laissé des fichiers fragmentés dans la mémoire temporaire du serveur. Il en doutait. Il allait essayer. Elle lui a dit de trouver ce qui restait. Et elle lui a dit de garder le silence. Elle parlait si calmement que cela ressemblait à peine à de la parole. Si quelqu'un a tenté d'enterrer la vérité dans l'obscurité, je la ramènerai moi-même à la lumière, même si cela doit briser la monarchie. Des images indélébiles. Le sous-sol technique sous Buckingham Palace n'est pas confortable. Luminaires fluorescents tours de serveur soufflent des ventilateurs de refroidissement. C'est la fonction qui prime pas la forme. Anne attendait les bras croisés, tandis que l'équipe de récupération traitait ligne par ligne les flux de données corrompus. Les images finirent par apparaître dans la lueur verte et brumeuse de l'infrarouge, granuleuse et incomplète, un fragment de 17 secondes qui avait survécu à la purge parce qu'il avait été automatiquement mis en cache dans une mémoire tampon secondaire. Le code de remplacement n'avait pas atteint cet endroit. L'horodatage indiquait 14 heures. Au bout du couloir de la salle d'exposition se trouvait une silhouette. Image imparfaite. L'infrarouge déformait les détails fins. L'algorithme de compression réduisait la résolution. Mais 2 choses étaient certaines. La démarche de la silhouette, l'angle de ses épaules, le mouvement de sa hanche droite, la manière subtile dont la longue jupe de sa robe était maintenue à quelques centimètres du sol et son air déterminé. Ce n'était pas un vagabond insomniaque errant dans le palais, c'était quelqu'un de concentré et rapide. La silhouette s'approcha du panneau biométrique de la porte de la salle d'exposition. Le capteur fut touché. L'écran devint blanc et parasité. La vidéo s'arrêta. Anne la relança 2 fois. Elle se retourna et partit en silence. Elle savait ce qu'elle avait vu et ce que dirait n'importe quel avocat de la défense ou fonctionnaire du palais dont le premier réflexe serait de protéger la monarchie d'un scandale. Une silhouette floue dans un couloir sombre, peut-être en train de tendre la main vers le capteur, une silhouette incertaine qui peut être contestée, remise en question, expliquée. Camilla pourrait dire qu'elle était allée voir la collection de la défunte reine en privé lors d'une nuit de deuil et de nostalgie. Qui contesterait cela? Anne avait besoin de plus qu'une ombre à l'écran pour réussir. D'une manière inattendue, elle l'obtint cette nuit-là. On frappa à la porte de son bureau après minuit, si discret qu'elle faillit ne pas l'entendre. Anne ouvrit la porte et découvrit un jeune garde du palais avec un regard qu'Anne n'avait pas vu depuis longtemps. Il avait l'air d'un homme qui avait porté un fardeau insupportable et avait décidé que le poids était trop lourd pour prendre le risque. Il entra. Il s'agenouilla comme un vrai gentleman et lui raconta ce qu'il avait vu d'une voix courageuse. Il patrouillait dans le couloir ouest cette nuit-là. Il avait vu la reine quitter l'exposition, mais ce n'était pas tout ce qu'il avait à rapporter. Il était venu lui faire part de ce bref instant indéniable gravé dans sa mémoire comme une photographie où l'éclairage de secours tamisé du couloir avait révélé quelque chose dans la paume de Camilla alors qu'elle s'en allait. Un éclair rose indéniable, le diamant Williamson illuminant une femme qui n'avait pas le droit de le tenir. Le jeune garde tremblait en parlant, il comprenait la gravité de ses propos. La belle-sœur de la reine avait montré qu'elle avait le pouvoir et la volonté d'utiliser sa position. L'accusé ne représentait donc pas un risque pour sa carrière.
Son courage personnel était exceptionnel. Anne le reconnut, elle posa sa main sur son épaule en disant plus que des mots. Elle avait tout ce dont elle avait besoin. Un mobile, des images, des témoins oculaires, un plan. Elle tenait l'épée. Il ne lui restait plus qu'à choisir quand s'en servir. Le plan du diamant. Qu'est-ce qui pousse la reine Camilla à vouloir le diamant Williamson? Cela mérite réflexion car la réponse révèle quelque chose de troublant sur le pouvoir et ce qu'il fait aux personnes qui se sont battues pour l'obtenir pendant des décennies. Camilla Parker Bowles, désormais reine Camilla, n'a pas obtenu son titre facilement. Elle l'a atteint après des décennies de controverses, d'hostilité publique et d'une bataille narrative qui aurait détruit la plupart des gens. Elle a survécu, elle s'est adaptée, elle s'est construite une image à partir de rien. C'était la première fois qu'elle portait la couronne. Cependant, porter la couronne et l'incarner sont deux choses différentes. Le langage symbolique de la monarchie a aidé Camilla à repérer cette différence. La reine Elisabeth II était l'incarnation vivante de l'institution. Le deuil public après sa mort ne s'est pas limité au monarque. Sa présence agissait comme une encre pour des millions de personnes dans des dizaines de pays dans un monde en mutation. Les photos, les discours et les bijoux qu'elle portait n'étaient pas de simples décorations. Leur continuité était visible. À la lumière du sommet du Commonwealth, le diamant Williamson était le symbole le plus puissant. Toutes les anciennes colonies-nations, membres et diplomates sous les lustres de cette grande salle le reconnaîtraient. Ils l'avaient vu au poignet et sur la poitrine de leur reine pendant des décennies. Je dirais sans mots que je suis l'héritière de cette autorité en le portant lors du sommet. Je perpétue ce lien. Par le mariage et l'héritage, cette couronne est mienne. Anne le voyait clairement car elle aimait la défunte reine comme sa mère et non comme un symbole. Dans la bibliothèque du palais, la veille de l'événement, entourée des portraits de ses ancêtres et des documents relatifs au programme diplomatique, elle démantela le plan de Camilla. Elle vérifia les propositions de tenue pour le grand banquet et trouva une note du bureau du joaillier royal confirmant la demande de Camilla de modifier le corsage de sa robe de velours noir, spécialement modifié pour soutenir et mettre en valeur un grand pendentif de style broche. Ce n'était pas de l'improvisation. Cette mise en scène avait nécessité des semaines de préparation et allait se dérouler devant les caméras du monde entier dans une salle remplie des témoins les plus influents. Anne savait qu'elle avait deux choix. Elle pouvait aller voir le roi, lui présenter ses preuves en privé et laisser l'affaire se résoudre entre les murs du palais discrètement de manière à laisser aux partisans de Camilla le temps de déformer les faits et de minimiser l'affaire. Elle pouvait laisser le plan se dérouler. Elle pouvait laisser Camilla entrer dans cette salle en portant un diamant volé devant toutes les équipes de tournage internationales. Elle pouvait laisser la révélation se produire sans vergogne. Ce n'était pas un choix facile. Anne connaissait le coût pour la monarchie. Une couverture médiatique internationale en temps réel d'une confrontation lors d'un événement diplomatique de la reine d'Angleterre. Les répercussions seraient graves et peut-être permanentes. Mais elle se souvenait de sa mère. Elle se souvenait des photos de la défunte reine portant cette broche lors de ses occasions les plus importantes. Elle se demanda ce que cela signifiait que cette pierre soit volée, utilisée ou portée comme accessoire dans une mise en scène de pouvoir. Elle fit son choix. Elle se murmura à elle-même dans la bibliothèque vide que le silence n'était plus une option. Elle resta éveillée toute la nuit. La confrontation. Avez-vous déjà été dans une pièce où l'atmosphère change et où tout le monde le ressent, même si personne ne peut expliquer pourquoi? C'est ce qui s'est produit dans le grand hall de Buckingham Palace la nuit où Camilla fit son entrée. Les lustres resplendissaient et des centaines d'ambassadeurs, de chefs d'État et de hauts responsables de la presse se trouvaient dans la salle pour assister à un spectacle soigneusement orchestré, empreint de la grâce diplomatique britannique, conçu pour projeter la force, la continuité et la confiance tranquille d'une monarchie qui avait survécu à tout ce que le monde moderne lui avait infligé. Camilla arriva avec son aisance habituelle. La robe de velours noir était parfaite. Les modifications apportées par le joaillier ont fonctionné comme prévu. Regardez vers sa poitrine pour admirer l'extraordinaire feu rose de la pierre. Le diamant Williamson scintillait sous les lustres comme s'il avait attendu ce moment. Les invités se sont retournés. Les caméras la suivaient. Camilla a hoché la tête et sourit recevant la reconnaissance qu'elle avait légitimement revendiquée. Pas un sourire de femme prête pour les caméras. C'était le sourire de quelqu'un qui pensait avoir gagné. Depuis le balcon d'observation, la princesse Anne observait. Son visage ne trahissait ni colère, ni satisfaction, ni chagrin, juste le calme terrifiant d'une femme qui a décidé de ce qu'elle allait faire et attend le moment opportun. Elle descendit lentement les escaliers. La foule s'écarta, non pas parce que quiconque savait ce qui allait se passer, mais parce qu'Anne a toujours eu une présence qui se fraye un chemin. Elle marchait sur le marbre, elle rejoignit Camilla. Elle ne s'inclina pas. Cette absence de révérence était un message en soi. Refuser de saluer la reine consort était une déclaration ouverte dans le protocole royal où chaque geste et chaque omission comptent. Plusieurs invités le remarquèrent immédiatement. Les murmures commencèrent. Anne resta silencieuse. Pas encore. Elle leva la main pour pointer du doigt le diamant, juste cela. Un doigt pointé. Mais le sens était clair. L'assurance de Camilla vacilla. Elle haussa les sourcils.
Son sourire resta, mais ses mains qui tenaient son sac de soirée se crispèrent de manière presque imperceptible. Elle feignit la perplexité, une inclinaison innocente de la tête, un léger écarquement des yeux, l'expression d'une femme qui ne comprend pas pourquoi on la regarde. Elle et Anne étaient toutes deux des comédiennes talentueuses. Anne fit un signe de tête à un assistant sans parler. Les grands écrans situés à l'avant de la salle destinés à diffuser le discours diplomatique et les photos de coopération du Commonwealth pour ancrer le message de la soirée s'éteignirent. Ils se rallumèrent ensuite pour montrer autre chose, des images de vidéosurveillance en noir et blanc, un couloir, une silhouette dans la nuit, un coup de caméra, puis le fragment granuleux, éclairé par infrarouge, d'une silhouette solitaire s'approchant de la porte de la salle d'exposition. Hall ne eut pas le souffle coupé. Elle s'arrêta tout simplement. Lorsque le public comprit ce qu'il regardait, toutes les conversations, le tintement des verres et le bruissement des tenues de soirée cessèrent. Silhouette à l'écran horodatage porte. Camilla trébucha. Elle fit un seul mouvement involontaire, mais cela suffit. Sous son maquillage méticuleux, son visage pâlit. Ce qui était autrefois radieux et triomphant était désormais vide. Ses yeux reflétaient toujours un déni farouche et furieux, le regard d'une femme puissante, refusant d'accepter l'effondrement de ce qu'elle avait construit pendant des décennies. Son corps avait répondu à la question que son visage refusait obstinément de poser. Anne était inachevée. Les grandes portes de Hallside s'ouvrirent. Le jeune garde du palais entra vêtu de son uniforme d'apparat et avec l'expression calme et résolue d'un homme qui avait décidé que la vérité valait tout ce qu'elle lui coûterait. Il se dirigea vers le centre de la pièce, se tint aux côtés de la princesse Anne et confirma tout ce qu'il avait vu d'une voix claire et assurée, tremblante d'émotion, mais non de doute. La reine quittant la salle d'exposition, l'heure, la lumière frappant la pierre, chaque mot portait un verdict dans le silence. Camilla se tenait seule sous les projecteurs tandis que l'atmosphère de la pièce changeait. Le roi se détourna. Ses courtisans qui avaient aplani son chemin et rehaussé son image à chaque étape se retirèrent peu à peu, la laissant dans un cercle d'isolement au sein de la salle la plus publique de Grande-Bretagne. Une ou deux fois, elle chercha une main qui se tendrait vers elle. Elle ne trouva rien. Sa main effleura le diamant, elle le détacha elle-même. Il n'y eut ni cérémonie ni grâce, juste des doigts maladroits et tremblants retirant de la seule manière dont elle était capable quelque chose qui ne lui appartenait plus. Une fois la pierre retirée du velours, sa poitrine semblait rayonner de silence. Un officier du protocole lui tendit un plateau de velours. Camilla y déposa le diamant en silence. La salle était silencieuse. Ce n'était pas nécessaire. L'ourlet de sa robe traînait derrière elle tandis qu'elle se retournait et se dirigeait vers une porte latérale en marbre. Pas l'entrée triomphale d'une reine, mais le départ discret de quelqu'un qui savait qu'elle ne reviendrait jamais dans cette pièce. La porte se referma derrière elle. Personne ne la suivit. Rappelez-vous ce que la princesse Anne aurait pu faire différemment après la tempête. Elle avait le choix tout au long de l'affaire. Lorsque le diamant disparut, elle aurait pu s'adresser au roi. Elle aurait pu faire remonter l'affaire par la voie officielle et laisser le palais gérer les retombées. Elle aurait pu confronter Camilla en privé et exiger la restitution du diamant loin des caméras et des regards extérieurs. Elle s'en est abstenue. Pourquoi? Elle comprenait le pouvoir d'une manière que les profanes ne saisissent le pas. Le règlement discret de vérité gênante n'est pas une résolution. Il y a des retards. Un voleur de diamants qui le rend en privé, sans conséquence ni trace publique, n'a pas été arrêté. Il a simplement été mis en pause. Anne n'a pas marqué de pause sur le plan professionnel. Aucune célébration immédiate n'a eu lieu. Anne ne s'est pas inclinée ni n'a pris la parole devant l'Assemblée. Elle a attendu que les questions des médias commencent, a fait signe au maître de cérémonie de poursuivre le programme diplomatique, puis est retournée dans la salle d'exposition avec un petit groupe de gardes de confiance après les événements de la soirée. Elle a replacé le diamant Williamson dans son écrin sous la douce lumière dorée du coffre-fort. Elle ne l'a pas confié à un préposé. Elle n'a pas demandé à un bijoutier de vérifier son placement. Elle l'a posé de ses propres mains sur le velours bleu profond dans le moule approprié, puis s'est reculée. Sous l'éclairage ciblé, la pierre rose brillait plus que jamais. Sans altération, intacte. Il était tel qu'il avait été sur la poitrine de sa mère lors des sommets du Commonwealth, des visites d'État et des célébrations du 70 anniversaire. Anne s'attarda devant la vitre. Elle vit son moi de 70 ans dans le panneau sans fléchir avec la clarté sculptée de quelqu'un qui a accompli des choses difficiles pour les bonnes raisons toute sa vie. Elle effleura la vitre, juste cela, un contact, bref et silencieux. Elle se retourna et partit, la pièce était vide, affaire classée. Le diamant scintillait dans l'obscurité derrière elle, remis à sa place légitime par la seule résidente du palais qui s'était battue pour lui sans rien demander en échange. Le sens de cet instant. Faites une pause et réfléchissez à ce que vous avez vu dans cette histoire avant de continuer. L'histoire va au-delà d'un diamant volé. Il s'agit d'un héritage et de ce que les gens sont prêts à faire pour le revendiquer et à sacrifier pour le défendre. L'erreur de Camilla n'était pas d'avoir pris le diamant. Son erreur plus profonde était de penser que posséder un symbole signifie en mériter la signification. La dévotion ne s'hérite pas. On ne peut pas voler l'amour d'une nation pour sa reine et l'arborer sur sa poitrine. Un pouvoir volé était voué à s'effondrer. Les seules questions étaient de savoir quand et qui.
La princesse Anne l'a compris. Elle a passé sa vie à le comprendre. Elle a vu sa famille subir des scandales, des divorces, des décès, des schismes, et une machine médiatique mondiale à l'affût de la moindre faiblesse. Elle a vu l'ambition individuelle affaiblir institution après institution. Elle a agi de la même manière tout au long de sa vie. Elle s'est présentée, a travaillé et a tenu bon. Cette constance depuis des décennies n'est pas rien. À bien des égards, c'est tout. Anne est rare et difficile à trouver dans une famille qui soigne minutieusement son image et sa réputation. L'authenticité, ce n'est pas son travail, elle l'incarne. Cette distinction compte énormément en temps de crise, car seule une personne qui a véritablement vécu ses valeurs peut les défendre moralement. Personne dans la salle n'a remis en cause le droit d'Anne de s'exprimer ce soir-là. Elle l'a mérité année après année au cours de 1000 moments discrets qui n'ont jamais fait la une. Le monde et vous devriez vous poser cette question. L'action publique de la princesse Anne était-elle appropriée? Cette révélation était-elle nécessaire? Était-ce un acte qui a porté atteinte à la monarchie pendant des années? Il n'y a pas de réponse simple. L'image de la monarchie en a souffert ce soir-là. Tous les grands journaux de tous les pays ont couvert l'affaire. Cela a suscité des discussions difficiles sur le pouvoir, la succession et les tensions entre l'ancien et le nouveau. Cela a embarrassé l'institution alors qu'elle tentait de paraître stable. Mais voici le contre-argument. Un diamant porté sous de faux prétextes lors d'un sommet rendant hommage à la femme à qui il a été volé devant tous les diplomates et les nations du Commonwealth aurait été une blessure, plus subtile, plus profonde et plus durable. Vous croyez, la confrontation publique de la princesse Anne peut-elle être considérée comme une justice féroce et nécessaire, une gardienne de ce qui ne peut être pris? Était-ce une erreur qui a privilégié la divulgation au détriment de la discrétion de l'institution? Laissez un commentaire, car cette conversation se poursuit. Le diamant Williamson est de nouveau sous verre, du velours intact. Le verre est scellé. Mais les questions soulevées ce soir-là sur le pouvoir, la loyauté et ce que la monarchie britannique représente véritablement sont en suspens et ne disparaîtront pas. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si vous pensez qu'Anne a bien agi. Partagez-la si cette histoire vous tient à cœur. Abonnez-vous pour suivre en direct le déroulement de l'histoire royale. C'est toujours le cas dans cette famille. Cliquez dès maintenant sur la vidéo suivante sur votre écran. Ne manquez pas la suite.